Peut-être déjà présenter un peu, autour du 1er mai, puis après je te laisse, voilà, faire ton contenu. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc moi, je suis Stéphanie Legrand. Je suis coordinatrice donc, de l'association qui s'appelle Autour du 1er mai et qui travaille autour des thématiques cinéma et société et qui fait notamment des formations à la programmation de films comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, on travaille vraiment pour que le cinéma et l'outil filmique soient mis à la disposition du plus grand nombre. Donc, on fait des formations, mais on accompagne aussi des structures qui souhaitent projeter des films dont c'est pas le cœur de métier. On les aide à trouver un film sur leur thématique, à contacter les personnes qui gèrent les droits du film. Enfin voilà, on les aide vraiment à organiser la projection du début à la fin. Donc notre association, elle existe depuis une quinzaine d'années maintenant et on organise aussi, on est né en Corrèze, à Tulle, et on organise chaque année en Corrèze aussi un festival de cinéma qui s'appelle les Rencontres Cinéma et Société. Voilà, pareil, on a fait la 16e édition cette année. D'habitude, le festival se tient au début du mois de mai, mais cette année, évidemment, ça fait 2 ans qu'il est reporté. Il s'est tenu à la fin du mois de septembre. Voilà un petit peu nos principales activités. Et depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on travaille beaucoup sur la thématique de l'ESS. On avait notamment fait la programmation des États généraux de l'ESS qui s'était tenue en 2011 au Palais Brognard. On avait fait voilà, la programmation audiovisuelle. On travaille régulièrement avec le labo de l'ESS. On les accompagne pour la programmation de films. On travaille avec les CRES aussi, les chambres régionales ESS. Voilà, donc l'ESS est vraiment une thématique sur laquelle on travaille depuis pas mal de temps et le projet évoqué tout à l'heure, le cinéma pour éclairer la vitalité de l'ESS, c'est un projet en plusieurs volets. On s'est vraiment rendu compte que voilà, et en plus amplifié par la crise liée au Covid, que l'ESS peut répondre à la panne de sens de l'économie du marché aujourd'hui. On pense que le cinéma peut accompagner un peu le saut d'échelle qu'il faut que l'ESS franchisse aujourd'hui. Et donc, on a proposé ce projet qui contient plusieurs volets. D'une part, donc, la formation à la programmation de films pour les acteurs, les bénévoles, les salariés de l'ESS. D'autre part, et je vous en parlerai tout à l'heure, le recensement de nombreux films sur l'ESS pour créer un site référence sur lequel tous les acteurs de l'ESS et plus largement d'ailleurs tout le monde puisqu'il sera en libre accès pourra aller chercher des films à projeter. Voilà, il y aura sur une fiche film, donc tout sera classé par thématique ESS, les structures, les valeurs, enfin voilà, un gros travail de thésaurus qu'on est en train de faire actuellement. Et puis, ces films-là, ben voilà, qui souhaitent organiser une projection pour aller farfouiller dans cette base pour trouver des idées de films. Donc ça, c'est le deuxième volet. On organise par ailleurs des projections. Là, au moment du mois de l'ESS, on va organiser des projections à Tulle, Nanterre, Paris, Bordeaux. Voilà, et le dernier volet qui est en train de se faire aussi, on coproduit des films sur des initiatives de l'ESS. Donc voilà, grosso modo, les 4 piliers du projet autour de l'ESS et quelques mots d'introduction autour du 1er mai. Alors au programme, je vais peut-être commencer à partager. Alors je vois qu'il y a des... Si vous voulez réagir évidemment au cours de la projection, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a Marine qui lève la main. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est levé depuis un moment ou... Non, je crois que c'était Marine qui avait levé la main, qui n'a pas Ah descendu. bon, ok, voilà. Bon, en tout cas, je vois les mains levées, donc n'hésitez pas si vous voulez, intervenir à tout moment. Et voilà, je vais partager. Hop, je vais commencer à partager. Moi, je regarderai le chat en parallèle, Ok, Stéphanie, comme ça je pourrais rebondir s'il y a des questions. ok, super. Donc voilà, au programme de ce petit temps de formation, donc qui va être assez condensé, mais comme je vous l'ai dit, on est après à votre disposition si vous avez des questions pour organiser une projection. Voilà, c'est vraiment notre travail au quotidien, donc n'hésitez pas. Donc au programme pourquoi et pour qui projeter des films.
où et comment les trouver, comment organiser une projection et notamment le cadre légal, à qui s'adresser, qu'est-ce que c'est que des droits de projection à payer, comment on les paye, combien ils coûtent, enfin voilà. Et ensuite, on pourra aborder, et ça en général dans les formations, c'est plus un temps d'échange, comment et avec qui organiser une rencontre après la projection. Voilà. Alors, pourquoi et pour qui projeter des films? Donc, c'est chouette parce que vous avez déjà l'air tous à peu près convaincus de l'utilité de projeter des films dans les structures et dans les milieux dans lesquels on évolue, parce que voilà, le cinéma, ça permet justement, j'ai entendu plusieurs d'entre vous le dire, de sortir de l'entre-soi et en tout cas de toucher un public qui est pas forcément convaincu, à condition en effet de trouver les films qui le permettent. Je pense notamment par exemple au film Demain de Cyril Dion. Vous avez parlé de son nouveau film qui va bientôt sortir. Le film Demain, très clairement, il a été vu, ça a été un des documentaires les plus vus l'année de sa sortie, et il a suscité des vocations, puisqu'il a suscité tellement de vocations qu'ils ont tourné un second film qui s'appelle Après-demain, pour partir à la rencontre des personnes qui, suite au premier film, se sont lancées, ont fait des initiatives. Donc le cinéma, ça permet vraiment de sortir du cercle des convaincus, et de faire avancer le terrain des idées. Je pense aussi, alors c'est pas sur la thématique de l'ESS, mais au film Indigène qui était sorti en 2006 sur les alors je vois des personnes patientes. J'arrive. Je vois, donc je pensais à Indigène, donc sur les soldats des colonies qui sont venus lors de la Seconde Guerre mondiale, et qui, grâce à la sortie du film Indigène et à la lumière qui a été mise sur leurs conditions, se sont vus enfin octroyer la même retraite, que les soldats français qui avaient combattu à leur côté. Donc vraiment, voilà, le cinéma, ça permet vraiment de faire évoluer les mentalités, de faire avancer sur les questions de société. Donc voilà, le cinéma comme outil de lien social à ce niveau-là. S'adresser, quand je parle de s'adresser à un public, en effet, vous en avez parlé. Alors j'ai l'impression que vous, c'est plutôt le grand public et le large public que vous souhaitez atteindre. Mais il faut savoir qu'en effet, on n'organise pas une projection de la même façon si on cherche à s'adresser à des institutionnels qu'on veut convaincre de nous aider financièrement, ou si on veut s'adresser au grand public, ou si on fait une projection dans une petite structure avec des personnes qui pourraient être des publics de notre structure. Enfin voilà, c'est vraiment des choses différentes, des lignes différentes qui doivent présider au choix de votre film et au choix du film d'une part, mais aussi et surtout à l'animation de la discussion qui va suivre, parce qu'on n'invite évidemment pas les mêmes personnes selon notre public. Mais tout ça, on y reviendra ensuite. Voilà, donc ça c'était une petite introduction. J'ai été un peu vite parce que j'ai l'impression que vous êtes tous et toutes déjà convaincus. Donc maintenant on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de comment trouver des films à projeter. Alors il existe pas mal sur Internet, pas mal de sites, ressources sur lesquels on peut trouver des films. Alors nous, notre association autour du 1er mai a développé déjà depuis 10 ans un site qui s'appelle la Base Cinéma et Société, que je peux rapidement d'ailleurs déjà vous présenter. Alors, par contre, hop, est-ce que c'est bon? Là, vous voyez bien le nouvel écran. Parfait. Donc, la Base Cinéma et Société, c'est un site qu'on a créé il y a une quinzaine d'années, qui recense aujourd'hui à peu près 6000 films sur des thématiques de société. Vous voyez, hop, ils sont rangés par chemin d'accès, par fil de l'histoire. Et hop, voilà, je vous affiche directement la liste des thématiques. Donc, tous ces films sont classés dans des thématiques. Et alors, l'originalité de cette base, par rapport aux autres sites que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est qu'on recense tout type de films, c'est-à-dire à la fois des films documentaires, mais aussi des films de fiction, des films d'animation, des films qu'on dit de patrimoine, c'est-à-dire, voilà, il y a quelques années, quelques décennies, comme des films d'aujourd'hui, des courts et des longs métrages. Voilà, parce que je vais vous présenter ensuite d'autres sites, mais qui sont plus spécialisés
spécialisés sur certains types de films. Là, vraiment, c'est la base cinéma et société. On considère que le territoire du cinéma est unique et donc on présente tout type de films. Et donc, si je, par exemple, hop, sur un chemin d'accès, vous allez avoir tout un nombre de films proposés. Voilà, je vous laisserai. Et donc, si on clique ensuite sur une fiche de film, donc vous avez à la fois le titre du film, tout ça sont les infos techniques et génériques, on en reparlera tout à l'heure, le résumé, et ensuite, pour aller plus loin, le dossier de presse, un site web du film s'il existe. Voilà, donc toutes les ressources nécessaires pour qui souhaiterait organiser une projection de film. Et donc, c'est des films dont on n'a pas nous-mêmes les droits. Si vous voulez, on est comme un annuaire de films, mais c'est pas nous qui avons les droits. Donc ensuite, il faut s'adresser producteur, distributeur, mais ça, je l'expliquerai tout à l'heure. Donc ça, c'est la base cinéma et société qu'on développe nous. Hop, alors, je pense que j'ai reperdu. Hop, pardon, du coup, ça a fermé mon PowerPoint que je suis en train de rouvrir tout de suite. Tac. Hop. Donc voilà, je vais vous présenter aussi, alors rapidement, mais quelques autres sites où vous pouvez trouver des films. Ouais, je vois pas le PowerPoint. Oui, je remets tout de suite. Hop. Voilà, donc ça, on a vu. Alors d'autres sites où trouver des films, il y a un site qui est vraiment un petit peu la référence quand on cherche. Alors là, c'est que des films documentaires, mais qui présentent 56 000 films documentaires. Ça s'appelle filmdocumentaire.fr. Et alors eux, pour le coup, alors je ne l'ai pas dit, pour la base cinéma et société, nous, on n'est pas exhaustif. On sélectionne vraiment les films qu'on promeut et notamment, on essaye, alors c'est pas toujours possible sur une thématique, mais on essaye autant que faire se peut de proposer des films qui sont pas uniquement dans la dénonciation, mais qui proposent des solutions. Voilà, donc on n'est pas exhaustif, alors que filmdocumentaire.fr, le site que je vous propose ici, il est vraiment très exhaustif. C'est-à-dire que sur une thématique bien précise, vous trouverez quasiment tous les films documentaires qui existent. Donc voilà, il faut le connaître aussi, ce site, parce qu'il peut être vraiment très intéressant. Et alors c'est pareil sur une fiche film de film documentaire. Donc voilà, vous pouvez faire les recherches et vous trouverez sur une fiche film, hop, à peu près les mêmes informations, c'est-à-dire, hop, voilà, toutes les informations génériques, auteur, réalisateur, le résumé, et puis comment visionner ce film, les contacts des structures auxquelles vous adressez. Donc ça, c'est un autre site qui peut vous être utile. Il y a un autre site qui est très bien fait, qui s'appelle, alors je ne sais pas si vous connaissez, il y a une association qui s'appelle Images en bibliothèque, et qui est vraiment là pour qui aide, qui organise notamment le mois du film documentaire chaque année au mois de novembre, et qui accompagne vraiment les bibliothèques et les médiathèques à organiser des projections de films documentaires, mais pas que. Au mois de novembre, si, mais sinon le reste de l'année, ça peut être aussi d'autres films. Et cette structure, Images en bibliothèque, fait chaque année une sélection de films qui priment, ou en tout cas qui distinguent. Et donc, vous pouvez les retrouver sur leur site. Et donc, c'est intéressant parce que ça vous permet aussi d'avoir des films, voilà, ce qu'ils appellent les films soutenus. C'est ce que je cherchais, d'avoir des films qui sont bons. Vous pouvez à peu près avoir la garantie que ce sont des bons films puisqu'ils ont été soutenus et primés. Et donc sur des thématiques variées, là aussi vous pouvez faire des recherches par thématique. Donc voilà, tout ne concerne pas évidemment l'ESS, mais comme vous pouvez faire des recherches et trouver des films qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, quelques catalogues de films. Alors je vous enverrai, ou via Amélie, je vous ferai passer une petite fiche où j'avais référencé pas mal de sites ressources. Donc comme ça, vous les aurez à l'issue de la formation parce que j'ai pas le temps de tous les présenter. Mais voilà quelques catalogues. Et il y a un autre site que je voudrais vous présenter aussi, que peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent d'ailleurs, c'est Imago TV,
qui est un petit peu le Netflix des films de la transition, sauf que c'est complètement gratuit, logiciel libre et géré par une petite structure. Alors là, contrairement aux autres sites que je vous ai présentés, vous pouvez voir tous les films en ligne. C'est vraiment une plateforme de visionnage de films. Bonjour. Bonjour. Donc c'est vraiment une plateforme de visionnage de films. Donc là, vous pouvez vous faire une idée, découvrir les films. Et Imago, je parlerai tout à l'heure d'organiser des séances en visio aussi. Imago permet aussi d'organiser des séances en ligne. Ils ont développé ça depuis peu. Donc voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais Imago TV, c'est aussi un site que vous pouvez consulter pour trouver des films. Voilà, grosso modo, pardon, hop. Voilà pour les sites. Je ne sais pas si vous avez des réactions déjà avant que j'aille plus loin. Est-ce que c'est des sites qui proposent, donc tu dis qu'il y a des films, là tu parles beaucoup de documentaires, est-ce qu'il y a aussi des films de fiction? Est-ce qu'ils recensent aussi les grands distributeurs? Enfin, tu parlais de Demain, mais il y a d'autres, ou d'Indigène, mais est-ce que ça recense aussi des films grand public ou Oui. qu'on voit au cinéma? Enfin, comment? Oui, alors sur Imago, ils ont des films, ils ont des fictions aussi. Ils n'ont pas que des documentaires. Filmdocumentaire.fr, alors ça va être que du documentaire, mais il y a quand même pas mal de documentaires grand public qui sortent au cinéma. Ils ont d'ailleurs dans leur page actualité pas mal de films qui sortent aujourd'hui au cinéma et donc qu'on peut projeter dans ce cadre-là. Donc la base cinéma et société, je l'ai dit, c'est toutes sortes de films. Voilà, quels autres sites j'ai présentés? Tac, tac, tac. Images en bibliothèque, ça peut aussi être des films projetés. Hop, alors, attendez. Là, c'est bon, vous voyez. Oui, très bien. Oui, bon, parfait. Hop. Donc voilà, ils proposent en effet toutes sortes de films, tous les sites que j'ai présentés. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Alors on continue. Vous avez de nouveau vu sur le PowerPoint? Non. Non. Alors je recommence le partage. Hop. Hop. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît, pour... Donc Martine, les mardis, c'est de l'après-midi du coup. Merci. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que chez moi, il y a marqué que j'ai... Alors, je vous repartage le PowerPoint, si j'y arrive, le voilà. Hop. Donc maintenant, concrètement, comment on fait pour organiser une projection? Hop. Alors déjà, une petite intro sur qui fait quoi dans la vie d'un film. Donc, le réalisateur, réalisatrice, c'est ceux qui fabriquent le film, les auteurs du film. Donc ça, c'est assez simple. Producteur, productrice, société de production, ce sont ceux qui payent pour que le film puisse voir le jour. Et donc, c'est eux, quand on dit, qui ont les droits du film. C'est-à-dire que quand on va projeter un film, c'est à eux qu'on paye les droits de projection et qui ensuite les redispatchent entre le réalisateur, la personne qui a fait la musique du film. Enfin voilà, ça c'est le producteur. Et dans la vie d'un film, en particulier des films qui sortent au cinéma, mais pas que, il y a aussi des sociétés de distribution qui sont les sociétés à qui le producteur a cédé les droits du film
pour l'exploitation du film en salle. Et les distributeurs, ce sont notamment eux qui vont faire tout ce qui est promotion du film, qui vont organiser les tournées des réalisateurs quand ils présentent les films, qui font les dossiers de presse, les affiches, etc. Et c'est aux distributeurs que les salles de cinéma s'adressent pour avoir les copies des films. Ce sont eux aussi qui gèrent les copies des films. Et donc voilà, la société de distribution, c'est vraiment la structure ressource quand vous voulez organiser une projection de film, notamment en salle. Donc voilà, c'est aux sociétés de distribution qu'il faudra vous adresser. Il y a aussi les sociétés, les éditeurs des films, mais eux nous concernent pas. Ce sont ceux qui éditent en DVD, en Blu-ray, les chaînes de vidéos à la demande et compagnie. Voilà un petit peu les maillons de la vie d'un film. Alors vous, quand vous allez organiser des séances, il peut y avoir deux types de séances et ça, c'est un point important, commercial ou non commercial. On a tendance à dire que commercial, c'est les séances payantes. En fait, c'est pas du tout ça. Vous savez peut-être qu'en France, le cinéma est beaucoup aidé et un petit peu chapeauté par le CNC, qui est le Centre national du cinéma. Et quand vous achetez une place de cinéma dans vos salles, il y a à peu près la moitié du prix du billet qui revient au cinéma et l'autre moitié aux ayants droit, producteurs, distributeurs. Et il y a aussi une part de taxe qui est prélevée et qui va au CNC, donc au Centre national du cinéma, parce que le CNC aide au financement des films, en fait, notamment avec un mécanisme qui s'appelle l'avance sur recette. Le CNC donne des subventions pour que les films puissent voir le jour. Et voilà, on a beaucoup de chance en France d'avoir ce système parce que c'est ce qui permet qu'autant de films puissent voir le jour. Et donc, les séances commerciales, ce qu'on appelle commerciales, en fait, c'est les séances qui ont une billetterie CNC, c'est-à-dire qu'il y a une partie du prix du billet que vous payez qui va aller au CNC. Et donc, c'est les séances dans les cinémas principalement. Et les séances non commerciales, c'est les séances que vous allez organiser en dehors d'un cinéma, qui peuvent être aussi des séances payantes, mais en tout cas qui n'auront pas la billetterie CNC. Et c'est important de savoir ça parce que cette fameuse billetterie CNC pour les séances commerciales, les cinémas y tiennent beaucoup. C'est pour ça que souvent ils vont vous demander de projeter des films qui ont un visa CNC. Donc, ce qui permet de faire une séance commerciale parce que les cinémas ont souvent des labels, les labels ARASC, les labels jeunes publics, les labels qui correspondent à des subventions qu'ils ont chaque année. Et pour avoir ce label, les séances qu'ils projettent doivent être des séances avec billetterie CNC. Tout ça est un peu un cercle, le cercle de fonctionnement du cinéma français. Mais donc voilà, c'est important de le savoir. Une séance commerciale, c'est une séance avec une billetterie CNC et donc des films qui sont sortis en salle et qui ont ce qu'on appelle le visa CNC. Et donc vous, si vous organisez des séances qui ne sont pas au cinéma et donc qui ne sont pas forcément des séances commerciales, vous avez le droit d'en organiser 6 par an, des non commerciales de longue durée qui vous donnent, si jamais vous les faites payer, c'est-à-dire que des séances payantes en dehors d'un ciné, vous n'avez droit qu'à 6 par an. Et si vous les faites, si vous organisez des séances gratuites, en revanche, il n'y a pas de restriction, vous pouvez en organiser autant que vous voulez. Voilà, c'est un peu tout ça, c'est un cadre qui a été mis en place en lien avec le CNC et les cinémas pour pas faire de concurrence déloyale aux salles de cinéma. Enfin voilà, c'est un cadre assez précis. Donc voilà pour le cadre des séances. Je ne sais pas s'il y a des questions parce que c'est pas forcément évident ces questions-là, ou si je continue et on fait un tour de questions ensuite. Il n'y a pas de questions pour le moment, donc alors je continue. Donc maintenant qu'on connaît un petit peu les acteurs de la vie d'un film, donc comment concrètement on projette un film. Donc une fois que vous avez trouvé le film que vous souhaitez projeter, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je pense tout à l'heure au film grand public quand je détaillais où vous pouvez trouver des films. Pensez aussi aux festivals de cinéma. Il y en a plein tout au long de l'année sur plein de thématiques. Et il y a un site notamment, je le donnerai aussi dans la petite info que je vous ferai passer après, qui s'appelle le Carrefour des festivals, qui recense tous les festivals de cinéma qui existent. Et c'est vraiment une mine aussi pour trouver des films à projeter, des films de tout type.
Voilà, j'y pense là dans le où se procurer des films, mais voilà, pour compléter la question de tout à l'heure. Donc, où se procurer le film? Une fois que vous l'avez trouvé, donc les personnes et les structures ressources, ça va être soit les distributeurs, soit si le film n'est pas sorti en salle et n'a donc pas de distributeur, le producteur. Donc, c'est ces deux structures qui ont les droits des films. Parce qu'il faut savoir que pour projeter un film en public, donc en dehors du cadre du cercle familial, comme on dit, vous allez devoir payer des droits, ce qu'on appelle des droits de projection, en fait, qui servent à rémunérer toutes les personnes qui ont fait le film dont on a discuté tout à l'heure. Donc, vous ne pouvez pas acheter ou louer un film dans le commerce et le projeter, de façon publique sans autorisation et sans régler des droits de projection. Et donc, ces droits de projection, vous allez les demander aux producteurs ou aux distributeurs. Donc, vous allez les contacter et lors du premier contact, il va falloir leur donner déjà un certain nombre d'infos. D'une part, savoir où se tiendra la séance, si c'est dans un cinéma ou dans une salle municipale ou dans les locaux de votre structure. Il faudra aussi leur donner la jauge de votre salle, si vous allez vous adresser à 20 personnes ou à 200. C'est important pour eux. Alors, pas tous, mais certains proposent des droits de film différents, un montant des droits de film différents selon la jauge de la salle. Donc, c'est toujours mieux d'avoir cette info à leur donner. Il faudra aussi leur dire le format du film que vous voulez projeter. Si c'est dans un cinéma maintenant, vous le savez sans doute, les cinémas projettent de moins en moins en pellicule, ils projettent en numérique sur un support qui s'appelle le DCP. C'est le format numérique du cinéma. Ou si c'est de votre côté, si c'est un DVD, si c'est un fichier numérique, si c'est un Blu-ray. Voilà, l'idéal, c'est le fichier numérique parce que c'est ce qui permet la meilleure qualité. Le Blu-ray est de bonne qualité aussi. Le DVD est quand même très compressé. Donc, si vous avez la possibilité de faire un format numérique, c'est quand même ce qui est le mieux. Voilà, une fois que vous avez toutes ces infos, vous pouvez contacter les sociétés de production et de distribution. Alors souvent à ce moment-là, on me demande à combien il faut s'attendre de montant des droits de projection. C'est très difficile de répondre à cette question parce que, alors nous, d'expérience, je peux quand même vous donner ce repère avec toutes les projections qu'on organise. En moyenne, on paye autour de 150 € de droits de projection. Ça, c'est une moyenne. Il y a des distributeurs qui, quand on va leur dire que on est, ce qui est le cas, une petite association, que nos séances sont gratuites, nous, on organise beaucoup de séances qu'on appelle les séances en campagne, où on emmène notre écran et notre vidéoprojecteur dans des petites salles municipales. Donc, on s'adresse à 25 personnes. Enfin, voilà, les droits de projection, dans ces cas-là, on peut les négocier. Il y a des producteurs qui vont nous dire OK pour 70 €, d'autres qui vont nous dire non et maintenir à 150, voire à 200. Donc, voilà, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle dans ce cadre-là. Il y a même des producteurs qui proposent des séances gratuites parce que le film a déjà été financé ou pour d'autres raisons. Donc, c'est aussi possible. Mais voilà, quand vous budgétez l'organisation de votre séance, il faut quand même savoir que, a priori, il y aura des droits de film à payer. Donc, voilà, il faut le savoir. Voilà. Sur les distributeurs, aussi, il y a plusieurs types de distributeurs. Donc, il y a ceux dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'occupent des distributions cinéma. Et vous, en tant que structure de l'ESS ou structure associative qui souhaitez projeter un film, si vous faites une séance gratuite, vous pouvez vous adresser à des distributeurs spécialisés qui s'occupent uniquement des séances comme ça non commerciales et gratuites, qui peuvent être, alors là aussi je peux vous montrer leur site. Tac, tac. Alors, hop. Hop. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle le CNC Images de la Culture, où
où là, c'est le Centre national du cinéma qui a acheté les droits d'un certain nombre de films justement pour favoriser leur projection ensuite. Et donc là, ça vous coûtera entre 12 et 15 euros de droits de projection. Ils ont un catalogue assez complet. Alors, c'est quasiment que du documentaire, là pour le coup, mais sur des thématiques assez précises. Et ils font aussi ce qu'ils appellent des propositions de programmation. Donc là, on peut trouver des films assez chouettes, y compris des films sortis au cinéma et qui ont eu une certaine... voilà, Chante ton bac d'abord, par exemple. C'est un film qui est sorti au cinéma, qui a eu un beau succès au cinéma et que maintenant vous pouvez projeter via le CNC Images de la Culture pour 15 euros. Donc voilà, je vous conseille, si vous voulez organiser une projection avec un petit budget, d'aller farfouiller parce que voilà, autant quand ce catalogue est né, c'était surtout des films ayant trait à l'art, des artistes, des peintures, etc. Autant depuis quelques années, ils ont beaucoup, beaucoup ouvert leur catalogue et il peut y avoir tout à fait des films qui vous intéressent. Divine, par exemple, c'est aussi un film qui a eu beaucoup d'écho lors de sa sortie au cinéma. D'ailleurs, c'est pas un documentaire. Donc voilà, vous pouvez aller. Il y a des chouettes films et des films grand public dans le CNC Images de la Culture. Il y a aussi l'agence du court-métrage. Alors ça, je ne sais pas si ça peut aussi vous intéresser de faire des programmations de courts-métrages, de projeter plusieurs courts-métrages ou de projeter un court et ensuite un long-métrage. Donc c'est pareil, c'est une association qui gère les droits de films de courts-métrages en projection publique et ils ont un très très gros catalogue et ils sont également de très bons conseils. Si vous les appelez en leur demandant conseil, ils vont vous proposer pas mal de choses qui vous proposeront de regarder en ligne avant pour sélectionner. Donc voilà, le site de l'agence du court-métrage est vraiment très bien fait. Donc vous pouvez aussi aller farfouiller dans l'agence du cours. Et donc, pareil, si vous organisez une projection non commerciale, c'est eux qui auront les droits. Voilà, là encore, je m'arrête là pour le détail de sites, mais je vous en enverrai d'autres. Il y a notamment l'ADAV. Enfin, voilà, je vous enverrai aussi d'autres ressources. Hop. Donc voilà pour les différents types de distributeurs, pardon. Et alors, je ne sais pas si vous allez être concernés, mais je vous propose aussi peut-être de passer 5 minutes sur comment organiser une séance à distance, chapitre qu'on a pas mal développé ces 18 derniers mois, mais qui, malgré l'ouverture des salles de cinéma et la possibilité d'organiser à nouveau des projections, ce dont on est très content, qui continue quand même de se tenir parce que ça permet aussi des séances hybrides, par exemple des réalisateurs qui viennent de loin et qui peuvent pas venir chez vous. On voit que se développe aujourd'hui pas mal de séances hybrides, un film projeté dans un cinéma et puis le réalisateur en visio. Donc voilà, donc pour organiser une séance à distance, il y a plusieurs possibilités selon vos équipements. Il y a d'une part une façon de faire un petit peu artisanale, si je puis dire, qui est d'avoir un compte Vimeo pour mettre le film en ligne. Vimeo, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez charger vos vidéos. Donc voilà, négocier avec la société de production, de distribution le film, il vous l'envoie en fichier numérique, vous le chargez sur votre compte Vimeo avec un mot de passe pour pas qu'il soit visible par tout le monde. Et puis juste le soir de votre projection, vous levez le mot de passe. Et puis les gens peuvent regarder le film. Ensuite, vous organisez votre discussion sur Teams, sur Zoom, voilà. Ça vous permet vraiment d'organiser des projections un petit peu en autonomie sans avoir besoin de faire appel à d'autres structures. Mais il existe aussi
principalement deux sites qui vous permettent d'organiser des ciné-rencontres à distance. Ailleurs, il y a la première qui est née pendant le confinement, qui s'appelle la 25e heure, dont vous avez peut-être entendu parler. La 25e heure, à la base, c'est une équipe de distribution de films. Et donc, au moment de la fermeture des cinémas, ils se sont demandé comment faire vivre leur catalogue de films. Et donc, ils ont créé ce site qui s'appelle la 25e heure, qui se présente vraiment comme une salle de cinéma. Alors, je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop. La 25e heure. Hop. Et partage d'écran. Hop. Alors, la 25e heure, il fonctionne avec les salles de cinéma. C'est pour ça, là, vous avez vu, il me demandait ma géolocalisation. Donc, pendant le confinement, en fait, il proposait des films, mais il travaillait avec les salles de cinéma. C'est-à-dire que moi, à Paris, il fallait que je sois géolocalisée, et c'est avec les salles de cinéma, par exemple Méliès à Montreuil ou d'autres cinémas, qu'ils organisaient des séances. Donc 25e heure plus cinéma, ils se couplaient pour proposer un film, et donc il fallait être géolocalisé dans un rayon de 30 ou 50 km pour pouvoir accéder à la séance. C'était une vraie séance de cinéma, donc payante sur la 25e heure. Il faut acheter son billet. C'est une séance prévue donc à horaire fixe. On est plusieurs à regarder le film en même temps. Et ensuite, il peut y avoir un échange avec le public et avec l'équipe du film. Donc ça, c'est le fonctionnement de la 25e heure. Et là, vous voyez, je vois d'ailleurs qu'ils ont un petit peu changé leur mise en page. Et donc voilà, il y a plein de films, et selon où vous êtes, vous allez pouvoir regarder en ligne les films. Donc ça, c'est la 25e heure. Et il y a aussi, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, Imago TV. Donc ça a été développé à la base par la même personne qui avait commencé à développer pour la 25e heure, et qui ensuite a développé de son côté Imago TV. Donc là aussi, à la base, donc c'était un site pour voir des films. Et depuis le dernier confinement, ils se sont lancés aussi dans l'organisation de ciné-débats. Donc là, c'est que des films autour des thématiques de la transition, contrairement à la 25e heure où c'est tous les films qui ont eu une vie en salle de cinéma. Là, c'est des films autour des thématiques de la transition. Et l'usage de cette plateforme, alors pour organiser un ciné-débat, par exemple With the Power, il faut que vous créez un compte. Alors là, comme je ne suis pas connectée, ça n'apparaît pas, mais donc vous créez un compte, et quand vous êtes connecté sur la page du film, donc là par exemple With the Power, vous aurez en bas organiser un ciné-débat. Et donc vous pouvez vous inscrire. La personne qui gère Imago prendra contact avec vous. Il s'appelle Nicolas. Nicolas fait des petits modules de formation pour apprendre à utiliser Imago en ciné-débat. Et donc là, c'est tout à fait gratuit. Alors, il peut y avoir des droits de film à payer, hein, mais au-delà de ça, pardon, l'usage de la plateforme est gratuite, alors que sur la 25e heure, vous avez des frais. Et c'est vraiment voilà, des films autour des thématiques de la transition. Ça va se présenter comme la 25e heure, une salle de cinéma, et ensuite le débat qui commence après. Vous pouvez à la fois avoir vos intervenants, vous pouvez autoriser aussi des personnes du public à prendre la parole. Voilà, et tout est géré sur un même site, sur une même plateforme. Donc c'est vrai que pour le public, c'est assez confortable. C'est plus confortable que de zapper de Vimeo à Zoom ou à Teams. Voilà, c'est plus confortable et plus professionnel. Et la plateforme Imago est assez simple d'utilisation. Donc c'est vrai que moi,
je vous la recommande fortement si vous voulez organiser des projections en ligne parce que voilà, ça fait sens par rapport aux films que vous pouvez projeter. Et alors, il faut savoir aussi que donc il y a toute une série de films qui sont déjà en ligne sur Imago et donc voilà, vous pouvez les projeter. Mais si vous avez repéré un film qui vous intéresse et qui n'est pas sur Imago, vous pouvez aussi prendre contact avec Nicolas pour voir si le temps d'une projection débat, il pourrait être mis en ligne et c'est tout à fait possible. Nous, on l'a fait dans le cadre d'un événement qu'on organisait. Donc voilà, sur Imago, c'est assez pratique et ça fait sens. Voilà pour les projections, en ligne. Je vous donne la parole s'il y a des réactions. Non, pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors, j'ai vu qu'il y avait des messages dans le Non, c'est plus des commentaires. Moi, j'avais une question sur, et pour le coup, on en a parlé un tout petit peu, Stéphanie, mais peut-être que ce serait intéressant d'en parler à tout le monde. Quand on voit des documentaires qui sont disponibles sur YouTube, ouais. ou par des chaînes de télé, on voit un reportage, je ne sais pas, sur envoyé spécial ou zone interdite ou Public Sénat en l'occurrence. Comment ça se passe? Est-ce que c'est le même système? Puisque là, on n'est pas vraiment dans du cinéma, on est dans des documentaires réalisés par des chaînes de télé. Est-ce que c'est la même chose? Et est-ce que le fait de trouver des films sur YouTube, on peut considérer que c'est sur du domaine public, donc on n'est pas du tout dans ce côté location. Enfin, est-ce que c'est considéré comme on peut diffuser une vidéo sur YouTube là, du grand public? Alors, deux choses. Je vais distinguer les chaînes télé des YouTube. Sur YouTube, certaines vidéos, il y a marqué licence Creative Commons. Et donc, dans ce cas-là, on peut les diffuser autant qu'on veut au grand public. Mais sinon, un film que vous trouvez sur YouTube et qui n'a pas cette licence Creative Commons ne peut pas être diffusé à du grand public de façon large. C'est un petit peu... c'est comme ça. Ça pose question parce qu'on se dit, mais après tout, s'il le diffuse sur YouTube, pourquoi on pourrait pas le diffuser librement? Mais non, c'est vraiment deux réglementations spécifiques. L'organisation de projections grand public est différente de la mise en ligne sur YouTube. Et c'est pas parce qu'un réalisateur met en ligne sur YouTube qu'il va vous autoriser à projeter son film lors d'une projection publique. Alors, il se trouve que voilà, dans ces cas-là, en général, quand les films sont sur YouTube, du coup, les réalisateurs ou les sociétés de production ont plutôt envie que ça circule beaucoup et donc vont pas demander des droits de projection exorbitants. Mais néanmoins, il faut quand même à minima leur autorisation de projeter de projeter leur film publiquement, qui est différent de YouTube. Et en plus, il vaut mieux qu'ils vous envoient un fichier parce que YouTube, c'est pareil, c'est des vidéos qui sont pas de très bonne qualité. Donc pour projeter sur grand écran, de toute façon, il faudra quand même contacter les sociétés de distribution. Mais en tout cas, voilà, la réponse est non. C'est pas parce qu'un film est sur YouTube qu'on peut le projeter de façon publique sans autorisation préalable. Et pour les chaînes de télé qui mettent aussi en ligne pendant 1 mois ou 2 mois leurs différents reportages, et ben là c'est pareil. Alors il y a 2 cas de figure. Et Public Sénat est un bon exemple d'ailleurs. Public Sénat va programmer, souvent en soirée ou deuxième partie de soirée, des documentaires dont ils ont acheté les droits pour leur programme. Et c'est pas des documentaires qu'ils auront produits eux. Donc ça, le fait qu'ils aient été diffusés sur Public Sénat, ça vous concerne pas. C'est quand même auprès du producteur du film qu'il va falloir vous adresser. Voilà, je pense à pas mal de films qu'ils ont diffusés récemment. Voilà, ils ont vraiment, comme vous achetez les droits pour projeter votre film en public, eux ont acheté les droits pour les programmer dans leur grille télé. Donc ça vous autorise pas à les projeter, mais il y a aussi des films qu'ils ont
produit eux-mêmes, et notamment, alors Zone Interdite, les grands reportages, c'est produit en externe, mais il peut y avoir des petits reportages un petit peu plus courts ou sur Public Sénat, que là, ils ont produit en interne avec leurs journalistes perso, leurs journalistes de Public Sénat ou de Zone Interdite. Et dans ce cas-là, c'est vraiment au coup par coup parce que... Voilà, Amélie, on en parlait avant de Public Sénat qui va peut-être vous autoriser à projeter un film gratuitement. Moi, pour notre dernier festival, on voulait projeter un documentaire, un reportage de 20 minutes d'envoyé spécial sur RICOP. On nous a demandé 350 €. Pourtant, le film avait été diffusé, il est visible en ligne. Et voilà, donc là encore, il n'y a pas de, il y a pas de règles. C'est vraiment les chaînes télé qui ont leur propre... qui ont leur propre façon de faire. Donc, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut leur demander. Et après, la réponse dépend un peu de leur politique, de la façon dont le film a été financé. Et voilà, donc bravo à Public Sénat. Et nous, du coup, on a trouvé un autre film sur RICOP parce qu'on ne pouvait pas payer autant de droits de diffusion pour envoyer spécial. Voilà. Les infos sur ça. Je ne sais pas si j'ai l'impression de donner beaucoup d'informations. Je ne sais pas si tout est très clair pour vous. Et s'il y a d'autres réactions. Non, mais on va peut-être avancer. Est-ce que je vois l'heure tourner? Oui. Donc, on peut passer à la... Hop, je remets mon petit PowerPoint. Hop. Sur la projection rencontre, alors moi je peux dire quelques mots, mais si ensuite vous voulez partager vos expériences, je trouve que c'est le plus intéressant parce qu'on fait tous des expériences un peu différentes, et notamment sur cette question de sortie de l'entre-soi, c'est toujours très très compliqué. Alors sur la projection rencontre, quelle organisation? Alors nous, c'est vrai qu'on se fait vraiment voilà, on tient toujours à avoir des invités pour discuter à l'issue des films. Tant que faire se peut, on essaye d'avoir les personnes, l'équipe du film. Alors souvent, on pense réalisateur, réalisatrice, mais il faut aussi penser qu'il y a d'autres personnes dans l'équipe du film qui peuvent avoir beaucoup de choses à raconter, que ce soit la personne qui a fait le son ou la personne qui a fait l'image et les preneurs de son, le caméraman. Parce que voilà, ils ont vraiment vécu le film aussi, et donc voilà, il faut pas, quand on dit équipe du film, c'est pas forcément que réalisateur, réalisatrice, ça peut être vraiment vraiment pertinent d'inviter aussi d'autres personnes qui vont avoir un regard, qui vont donner un regard très précis sur le film et qui peuvent répondre à des questions du public. Évidemment, selon vos thématiques, mais en général, quand on fait des formations avec des structures de l'ESS, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais trouver aussi des personnes qui vont pouvoir donner plus d'éléments autour de la thématique du film. Et ça, en général, vous avez les ressources en interne. Sur comment rendre la discussion dynamique, peut-être je vous laisse prendre la parole, et après, moi aussi, je peux compléter parce que j'ai quelques petites choses, mais peut-être c'est le moment de vous donner la parole si vous avez des expériences, voilà, des choses à dire sur les projections que vous avez organisées. Oui, alors moi je peux dire quelque chose qui n'est pas lié à Terre de Liens, mais qui est lié à des rencontres qu'on avait organisées sur les migrants, les migrations et le phénomène des migrations au début 2019. Et en fait, comme on a l'impression que souvent le film assomme pas mal les gens, on a un peu distingué. On a pris une semaine et on a fait 4 séances dans lesquelles il y avait des projections et des mini-débats, simplement pour des questions de clarification sur les films, ou voilà, mais pas de vrais débats. Et on a fait un temps distinct, le samedi, toute la journée, sur la thématique, sous la forme d'un forum citoyen. Et franchement, c'était bon, il faut avoir du temps, mais ça peut se faire aussi, par exemple, le matin, après-midi, enfin, voilà. Mais le fait de distinguer les deux temps était assez porteur. Et le fait d'avoir fait 4 séances le soir pendant la semaine avec des films de nature totalement différente, des fictions, des courts-métrages, des documentaires, ça a été aussi extrêmement riche. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça a changé
je ne sais pas dans quelle mesure ça a changé les choses à La Rochelle. Parce que c'était quand même beaucoup des gens convaincus, mais Tout à l'heure, Stéphanie, tu parlais de distinguer les différents types de publics entre les collectifs, enfin, les décideurs ou les financeurs potentiels, le grand public pour sensibiliser à la cause ou d'autres personnes qui pourraient être en fait des bénévoles ou des acteurs si c'est dans le cadre d'une coopérative, de futurs consommateurs, de futurs clients. Est-ce que tu peux préciser un peu plus ce point-là? Oui, par rapport au choix des films. Oui, choix des films et puis quel type de débat à la suite. Voilà, un débat pour des décideurs, c'est pas la même chose qu'un débat pour le grand public. Donc comment on fait pour choisir, comment on fait pour Ouais, identifier les bonnes personnes, etc. absolument. Bah, le plus difficile, c'est le grand public parce que par définition, on sait pas vraiment qui il est. Donc, quand on organise une projection ouverte très largement et qu'on communique très largement, on sait pas très bien qui on va avoir dans la salle. Donc, nous, pour le grand public, on essaye toujours d'avoir au niveau de la discussion une personne de l'équipe du film qui va vraiment pouvoir parler de la forme du film et une personne spécialiste des questions du film pour essayer d'articuler et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le cinéma, dans l'outil cinéma, c'est articuler le fond et la forme, parce que la forme du film est au service du propos. Voilà, et donc quelqu'un qui, à la fin du film, est capable de nous parler aussi de la façon dont les gens sont filmés, la façon dont les gens sont éclairés, la lumière au cinéma, la façon, voilà, s'ils sont en plongée, en contre-plongée, tout ça, ce que ça dit sur le fond du film, c'est vraiment intéressant. Et en général, c'est des questions qui intéressent beaucoup le large public, on va dire, parce que ça apporte un éclairage, un éclairage au film. Alors, évidemment, ça dépend un peu des films que vous allez projeter. Si c'est des reportages télé, ça va être moins pertinent. Mais c'est vrai que sur des vrais films de cinéma, sortis au cinéma avec une équipe, c'est-à-dire une équipe de réalisation, pas uniquement des journalistes. C'est la différence un peu entre documentaire et reportage, l'éternelle question. Mais voilà, nous on essaye d'avoir ça pour à la fois intéresser des gens qui vont s'intéresser au cinéma, des cinéphiles, et puis des personnes, intéressées par le sujet. Et en général, toutes ces personnes se retrouvent très bien dans la discussion. Après, sur des institutionnels, c'est vrai que si on organise une projection débat pour faire connaître son activité et qu'on cherche un petit peu à rendre compte aux institutionnels qui nous financent ou à convaincre d'autres institutionnels de nous accompagner, ça va être un autre type de discussion, parce que là, pour le coup, ce sera plus des personnes à mettre en avant de notre structure, ou des bénéficiaires ou des adhérents. Enfin voilà, le côté cinéphile ressortira peut-être un peu moins, mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas tant dans le choix des films, en effet, que dans l'animation de la discussion après, que c'est important un petit peu de connaître et de sentir son public sur les thématiques de l'ESS. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui vont venir voir un film et qui connaissent rien à l'ESS. Donc c'est vrai que nous, on essaye toujours de partir du fait que les gens qui viennent nous connaissent pas forcément, connaissent pas forcément le sujet du film. Et donc voilà, on essaye un petit peu d'ouvrir la discussion le plus largement possible pour que tout le monde puisse se sentir concerné. Et sur la question des projections, justement, qui peuvent être un peu longues et trop longues pour les gens, c'est vrai que c'est pas toujours évident, notamment de choisir un bon horaire, parce que voilà, on se dit il vaut mieux commencer tard pour que les gens viennent après leur travail, mais du coup, si le film commence tard, et ben la discussion, les gens ont plus envie, ils veulent partir. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué aussi. Nous ce qu'on fait, c'est qu'entre la fin du film et le débat,
quitte à perdre quelques personnes, mais tant pis, on préfère laisser 2-3 minutes aux gens, si éventuellement ils veulent sortir, de quitter la salle s'ils ne veulent pas assister au débat, parce qu'on sait d'expérience que sinon on a soit des gens qui regardent leur montre ou qui partent en plein milieu d'une intervention et c'est pas toujours très agréable. Donc voilà, on laisse et heureusement, on ne s'est jamais retrouvé la salle vide. Il y a quand même beaucoup de gens qui restent pour le débat. Mais voilà, s'il y a quelques personnes qui veulent sortir, on préfère qu'elles se sentent tout à fait à l'aise de quitter la salle avant le début de la discussion et ça pose pas de problème et il reste du monde de toute façon pour la suite. Si on veut que le réalisateur ou, comme tu dis, une autre personne du film fasse partie du débat, est-ce qu'il faut passer par le producteur? C'est vraiment la porte d'entrée Oui. pour le film? Oui, en général, c'est les producteurs qui vont pouvoir nous mettre en contact avec l'équipe du film. Des fois, le réalisateur, si vous faites une recherche sur Internet, il a son site perso avec un moyen de le contacter, donc c'est très facile. Mais sinon, pour les films voilà, où vous n'avez pas les liens, en effet, la société de production va pouvoir vous mettre en contact très facilement. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, ça dépend un petit peu des réalisateurs, mais depuis quelques années, il y a les associations professionnelles de cinéma mobilise autour de la question de la rémunération des réalisateurs qui viennent présenter leurs films, parce que les réalisateurs, en gros, sont payés un petit peu, mais sont payés au moment où ils font leurs films, et ensuite sont très peu rémunérés. Donc, toute la période où ils viennent présenter leurs films en salle, c'est une période où ils n'ont pas de rémunération pour ça. Et donc, il y a des associations de professionnels de cinéma qui sensibilisent un peu sur cette question et qui essayent de transmettre le fait que quand on invite un réalisateur qui parfois fait du... Nous, je vois par exemple, pour venir à Tulle, c'est 6 heures de train pour venir, 6 heures de train pour repartir. Donc, ça mobilise déjà 2 jours, plus la présentation, etc. Au-delà du défraiement, de leur accorder une petite rémunération pour ce travail-là. Donc, c'est vrai que si vous pouvez le prévoir, c'est toujours bien. C'est un cachet, en général, un cachet de droit d'auteur, par exemple, autour d'une centaine d'euros. Voilà, c'est vrai. Alors, tous les réalisateurs ne le demandent pas systématiquement. Quand on le propose, c'est très bienvenu. D'autres commencent à le demander parce que voilà, c'est du temps de travail. Mais voilà, c'est vrai que si votre budget le permet, c'est quand même bien d'être sensible à ces questions-là. Carole, vous vouliez intervenir? Non? Une main restée levée. C'est ça. Est-ce que d'autres personnes... Excusez-moi, je n'avais pas mon micro. Ah. Je voulais juste reposer la question du grand public parce que je trouve que quand on a un public un peu spécialisé, un levier assez fort, c'est d'inviter des pairs. Par exemple, si vous voulez vous adresser à des élus, vous invitez des élus déjà convaincus ou qui ont des expériences à partager, et donc il y a quelque chose d'un peu plus simple. Mais le grand public, comment les convaincre de venir, comment les convaincre de rester, ça c'est plus compliqué, je trouve. Bon, il n'y a pas forcément de réponse, Stéphanie. Oui, non, mais c'est sûr. Nous, on cherche, on essaye de faire des partenariats, de participer à des événements nationaux qui ont une communication. Par exemple, là, en novembre, le mois du film documentaire, ça permet d'avoir de la communication dans des réseaux qui ne sont pas nos réseaux habituels. Enfin, nous aussi, mais vous, par exemple, voilà. Enfin, essayer un petit peu de multiplier les approches. Ce ne sera pas forcément le très large public, mais ça peut quand même sensibiliser et toucher un public, en tout cas, qui est pas votre public habituel. Mais après, malheureusement, j'ai pas de recette toute faite. Il y a toujours les relations presse au niveau de la PQR qui peuvent être des bons relais. Si pour peu, en plus, qu'un journaliste puisse vous aider à animer le ciné-débat derrière, ça peut être une piste de partenariat. Et j'imagine que quand il y a un cinéma municipal, enfin, qui est un peu mieux sous régime municipal, ça peut être aussi un bon relais pour que lui vous aide à toucher son public habituel. Oui, absolument. Si vous organisez ça dans une salle de ciné, en effet, il faut que le cinéma communique aussi dessus, que ça apparaisse dans le programme et compagnie. Donc, ça, c'est... La PQR, qu'est-ce que c'est? Ah, pardon, c'est la presse quotidienne régionale.
Ah d'accord, merci. C'est ouais, Ouest France. Oui, Voilà quoi. d'accord. Oui. Et pour le coup, ça peut être si vous arrivez à accrocher un journaliste sur ça, ça peut être un bon relais. Oui, absolument. Identifier le journaliste ou la journaliste qui parlera de vous. Ou avec les élections qui arrivent, peut-être avoir le politique du coin, parce que les gens sont toujours curieux de venir écouter les candidats et l'effet de faire réagir des candidats sur des questions de société. Ça peut être intéressant aussi. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait l'accorderie Provence Verte et Agathe de Recyclart qui nous ont rejoints un peu après. Est-ce que vous, Agathe et l'accorderie, vous avez des questions, des remarques? Vous n'avez pas pu vous exprimer au début? Non? Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Je pense à Fabrice ou à l'ADMR, à la fédération. Non, merci. Non, merci. Moi, j'ai trouvé ça très. Alors, j'ai découvert là tout un univers que j'avais complètement un peu oublié. C'est tout le réseau du cinéma finalement et comment il s'était adapté finalement à la diffusion des films. J'avoue que j'avais complètement oublié tout ça. Et du coup, ça me remet à jour et de me percevoir cette richesse qu'il y a et les milliers d'heures qu'il y a à visionner. Je vois déjà toutes mes soirées passer sur un écran géant. Donc oui, c'est vraiment. Merci beaucoup. Et donc j'attends avec impatience tout ça et je vais le diffuser aussi parce on a beaucoup d'associations qui essaient de communiquer entre eux sur des sujets qui sont un peu isolés. Et en fait, s'ils pouvaient se rejoindre le soir de temps en temps et échanger entre eux, tout ce monde associatif, je pense en particulier au réseau des déchets sauvages, où chacun a un petit peu sa petite expérience de son côté. Et là, ça peut être un lien absolument intéressant et on va y réfléchir. Et je vous remercie beaucoup encore d'avoir initié donc le Crédit Coopératif, du coup, d'avoir initié, ou la Fondation, d'avoir initié cette rencontre. Ouais, c'est une super réflexion. Merci beaucoup parce que je me fais repenser à la question du grand public, de comment toucher le public qui ne nous connaît pas. Pardon Stéphanie, je me permets, mais tu pourras rebondir derrière. À la Fondation Crédit Coopératif, nous on croit beaucoup au système de la coopération et de la mise en réseau. Et qu'on a tous des points communs. Après, il faut les trouver, il faut les structurer. Mais par exemple, là, vous êtes tous à la classe 1 parce que vous avez tous un point commun qui est d'être lauréat de la Fondation. Et de fait, je voyais vos échanges, Fabrice, sur le fait d'avoir proposé à Terre de Liens des échanges pour faire d'autres projets. C'est à mon avis aussi comme ça que vous arriverez à toucher du public que vous ne connaissez pas. C'est si vous allez à la rencontre d'autres structures qui ne sont pas forcément spécifiquement sur le même thème que vous, mais qui pourraient le compléter. Par exemple, je ne sais pas si tout à l'heure vous parliez des migrants. Il y a peut-être des associations qui travaillent sur la réinsertion professionnelle, je ne sais pas, dans le bâtiment. Ça peut être, ou même par exemple, je pense aux clés de l'atelier à la pépinière des talents, sur le fait d'avoir de toucher des jeunes atteints de troubles 10. Ça peut être aussi la question de comment on peut se raccrocher avec d'autres structures qui travaillent sur l'emploi, la notion de réemploi, ou comment des jeunes issus, qui ont des difficultés, n'ont pas forcément le réseau professionnel. Donc voilà, il peut y avoir des points de convergence sur des mêmes thématiques, mais qui sont abordés par des biais ou des structures différentes, mais qui peuvent être très complémentaires. Et au final, c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir toucher un public, c'est en touchant le public d'autres structures qui ne vous connaissent pas et inversement. Stéphanie ? Oui, absolument. C'est raccord avec ce que je disais en effet sur le fait de s'inscrire dans d'autres événements et pareil, en effet, le faire avec d'autres structures. Je crois que c'est vraiment une des clés, en effet, de mutualiser tous
les publics, les événements, et voilà, de s'inscrire dans un maximum de calendrier, et voilà, essayer d'élargir comme ça. Alors, on a vu que les séances en visio pouvaient aussi élargir parce qu'elles enlevaient les contraintes géographiques, mais bon, enfin, pour nous, elles ne sont pas une solution quand même, parce que voilà, le plaisir de la salle de cinéma reste important, mais c'est vrai que nous, on a organisé par exemple la projection de films chiliens, de réalisateurs du Chili, et on a vu se connecter des gens au Chili, donc c'est vrai qu'on n'aurait jamais vu des personnes du Chili au cinéma de Tulle, mais voilà, ça aussi ses avantages, il faut le reconnaître. Oui, puis ça permet aussi peut-être de faire une étude de l'impact écologique. Se garder tous ces films en virtuel, ça coûte certainement beaucoup en énergie, et du coup, s'ils ne sont pas diffusés, ça pose un peu le problème aujourd'hui justement des économies d'électricité qu'on veut faire, l'impact que ça a sur l'environnement. Donc il y a un vrai sujet là aussi qui me paraît extrêmement intéressant, et c'est vrai que de ne pas les laisser au placard. Merci d'avoir ouvert cette fenêtre du coup. C'est une façon, on se replie un petit peu sur nous-mêmes, et ça peut être vraiment très intéressant. Merci. Est-ce que la pépinière des talents, vous avez des réactions, des questions sur ça? Quelles étaient vos attentes, peut-être? Alors moi, je prends un peu le train en marche d'une histoire qui existait avant mon arrivée, qui a été créée par Marine. J'étais encore absente dans l'équipe lorsque la pépinière a été primée. Pour autant, l'intérêt de réfléchir en fait sur le multipartenariat, sur des projets qui peuvent à un moment donné faire jouer sur la complémentarité, là je pense que c'est tout à fait dans le cœur de réflexion du projet de la pépinière tel qu'il a été imaginé, hein. Et que le cinéma et que la diffusion de ciné-débat, pour moi, là je parle en mon nom propre, hein, un outil que j'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter dans d'autres contextes. Et effectivement, il y a une difficulté à la fois dans l'organisation du débat, dans la justesse, pour justement avoir quelque chose qui soit pertinent, parce que j'ai aussi assisté à des ciné-débats, et il m'est arrivé parfois de m'ennuyer un petit peu, mais pour autant, le fait d'avoir des vrais gens présents et qui donnent à un moment donné une parole et un retour sur une expérience et un partage, d'un seul coup, en termes de création de liens, pour autant, pour moi, ça a vraiment du sens. Après, c'est clair que le contexte aujourd'hui est un peu compliqué sur le fait d'organiser une séance de cinéma. Je ne sais pas quelles sont les fréquentations des salles aujourd'hui et qu'est-ce que ça représente. Donc, comment, à un moment donné, redonner du sens aussi à ça, parce que le cinéma et le film, je veux dire, dans la région où on habite, il y a aussi des petits festivals, il y a des projets de réalisation. Qu'est-ce que c'est qu'être réalisateur, et comment, à un moment donné, ça peut aussi être un support à la fois pour des jeunes, pas tant dans le fait de consommer, entre guillemets, un film, mais dans le fait de produire, et comment, à un moment donné, on est dans une bascule qui crée un échange à partir d'un outil de production partagé, et qui soit un support de mise en commun. Et là, pour le coup, effectivement, il y a un certain nombre de points et de valeurs qui ont été évoqués, et moi qui me parlent complètement, à la fois sur le lien avec la pépinière, et à la fois sur mon expérience personnelle et sur le sens que ça fait. Merci. Merci à vous en tout cas, parce que je trouve que c'est une belle initiative, ce Classroom, et auquel je ne m'y attendais pas du tout. Enfin voilà, je me suis retrouvée propulsée sur le siège de Marine, et je vous en remercie. Est-ce que Carole, juste, ce sera peut-être la dernière question avant de conclure. J'ai vu, Carole, dans votre chat que vous aviez justement fait appel à l'agence du court-métrage, que vous aviez eu une bonne expérience. Est-ce que vous pouvez nous en préciser un peu les modalités? Oui, alors c'est justement dans le cadre de ces rencontres sur les migrations qu'on a fait en 4 soirées thématiques et puis un forum citoyen. Et je crois que c'est par la médiathèque qu'on avait eu le contact avec l'agence, qui nous avait
suggéré l'agence du court-métrage parce qu'on voulait vraiment avoir des types de films différents. Et c'est moi qui me suis occupée de la séance sur l'accueil et j'ai travaillé avec l'agence du court-métrage. Et grâce à eux, parce qu'effectivement, ils sont à l'écoute, ils vous aident à chercher des films, vous leur expliquez la thématique et ils vous donnent des idées, ils vous permettent de les voir en ligne. Et après, on peut en parler avec eux, enfin, leur dire, voilà, je voudrais quelque chose comme ça, mais peut-être un peu plus court ou plus long, ou avec... Moi, j'ai une collaboration, une écoute et un appui vraiment formidable. Alors, c'était pas gratuit dans mon souvenir. On a quand même payé des droits, mais ils sont très à l'écoute. Par exemple, on avait 2 salles de projection. Ils nous ont envoyé des CD pour les 2 salles sans nous faire payer pour les 2 salles. Moi, je les recommande, quoi. Et je trouve que le court-métrage, franchement, c'est extrêmement puissant. Ça doit être un petit peu comme les pubs, j'imagine. On se dit, on a peu de temps, il faut faire passer un message fort. Et le court-métrage peut être un véritable bijou, ciselé et très puissant dans le fait de passer des messages. Ouais. Excellente expérience, vraiment. Oui, il y a beaucoup d'inventivité dans le court-métrage. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Souvent, on n'y pense pas et ça vaut le coup même de passer 3 ou 4 courts-métrages plutôt qu'un long. Des fois, sur une thématique, c'est tout aussi probant. Et j'abonde dans le sens sur l'agence du court, ils sont très chouettes. Et quand on n'a pas beaucoup de temps, quelquefois, c'est mieux de passer juste 1 ou 2 courts-métrages et on a plus de temps pour la discussion et les gens sont moins abrupts. Parce qu'un film de 2 heures, ça vous prend la tête. Donc, c'est pas évident de rentrer dans une discussion tout de suite après. Tandis que le court-métrage, on peut en mettre un avant, un à la fin. Et ça vous pompe pas trop d'énergie. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus par rapport à la personne d'avant qui parlait de l'animateur du débat. Le rôle d'animateur, d'animatrice du débat ou de modérateur, pour moi, il est aussi important que le rôle des invités. Il faut quelqu'un qui sache animer une discussion, qui sache donner la parole au public, qui ait toujours quelques petites questions en réserve si jamais il y a un moment de flottement dans la salle, qui sache aussi faire comprendre à une personne qu'elle intervient un peu trop longtemps et que d'autres veulent intervenir. Enfin voilà, le rôle du modérateur, modératrice de débat, c'est vraiment très très important aussi. Il faut vraiment choisir la personne qui fera ça, que cette personne ait le temps de préparer. Et voilà, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment très très important aussi. C'est des rôles qui sont pas innés. Il faut que la personne se sente à l'aise pour faire ça. Bon, merci beaucoup. On va conclure. Donc, oui, je ne vous l'ai pas du tout dit en intro et je m'en excuse. J'ai enregistré tout ce qui a été dit. Donc, en fait, vous pourrez le revoir en replay. Je vais vous envoyer le lien si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Comme ça, vous pourrez le revoir.